Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Déjà merci infiniment à ceux qui étaient présents dans le live spécial Mercato hier soir entre 11 h et quasiment minuit et demi. C'est vrai qu'on est resté un petit peu plus tard puisque on a eu la nouvelle désagréable du transfert de Benrahma remis en cause. Alors vous allez voir que dans cette vidéo consacrée aux conférences de presse qui a eu lieu aujourd'hui avec Alexandre Lacazette, Pierre Sage et le trio, on va dire, de direction de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prudhomme, John Textor et David Friot, et bien que d'une manière presque comme dans un film, retournement de situation tout à fait inattendu, puisque pendant la conférence de presse, Laurent Prudhomme a appris bien que l'appel de l'Olympique Lyonnais auprès de la FIFA avait été accepté. Et on va voir un petit peu dans quelques instants comment ça s'est déroulé. On parlera ensuite du match OL-OM, qui est évidemment le gros morceau du week-end. Je vous invite d'ailleurs à venir pour écouter le commentaire live à partir de 20h30 dimanche, sur Twitch, sur YouTube bien entendu. Je rappelle toujours que sur Twitch, il y a moins de délai, mais je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est la technique. Il y a moins de délai entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez, environ 2 secondes, alors que sur YouTube, il y a environ 5 secondes. Donc c'est à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Je fais quand même une petite précision. Certains m'ont fait remarquer, et je comprends tout à fait le désagrément que ça cause, que sur Twitch, jusqu'à présent, il fallait enregistrer son numéro de téléphone pour pouvoir commenter. Ça ne sera pas le cas désormais, et en fait il fallait que je décoche cette option. Donc vous n'aurez plus besoin de donner votre numéro de téléphone pour pouvoir vous enregistrer avant de commenter. Donc on va commencer par le dossier Benrahma, qui est le dossier du jour. Donc tout était ficelé, les deux clubs d'accord, le joueur est venu à Lyon hier, passer sa visite médicale, tout était vraiment sur de bons rails, et puis on attendait l'officialisation. Alors certains disaient que l'officialisation allait tarder un petit peu parce que c'est un peu tordu, mais bon, faut savoir que Benrahma a 3 matchs de suspension, alors je ne sais pas exactement pourquoi, je ne suis pas allé dans ce détail. 3 matchs de suspension en Angleterre, donc il en a déjà purgé un, et il se trouve que West Ham hier jouait à partir de 20h30, et donc en gros l'OL voulait faire passer ce match de West Ham comme le 2e match de suspension du joueur, et finalement qu'ensuite, une fois lyonnais, donc après la signature du contrat et l'enregistrement du contrat, il puisse n'avoir plus qu'un match, donc celui de Marseille, et ensuite faire son entrée dans l'équipe dès le match de Coupe de France. Alors je ne sais pas, on n'a pas une nouvelle vis-à-vis de ça. En tout cas, on savait qu'il faudrait attendre un peu avant d'avoir l'officialisation. Alors on a attendu. Et Jérémy B, que je remercie, puisque c'est lui qui, en toute fin de live, nous a dit « Ah, attention, il paraît que le transfert de Benrahma est annulé ». Au début, on s'est dit comment c'est possible, etc. Et effectivement, c'était la réalité. Donc merci à lui, puisqu'on a fini le live là-dessus. Alors ça nous a un peu dégoûté, mais en même temps, c'est bien d'être au courant, parce qu'il y a des gens qui se sont couchés hier soir en pensant que Benrahma était un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, qui se sont levés ce matin en se rendant compte qu'il y avait un souci. Alors, d'après ce que nous dit Hugo Guimet, on va voir ça tout de suite, la FIFA a accepté l'appel de l'OL. Alors dès lors que cet appel a été accepté, la Fédération française de foot a envoyé une demande de validation à la Fédération anglaise qui doit maintenant l'accepter. Mais la difficulté principale, c'était la validation de la FIFA, donc finalement l'arrivée de Benrahma est une question d'heures, allez, peut-être de jours. De toute façon, il est suspendu pour ce week-end, donc il ne pourrait pas jouer. Mais il sera bien. Alors, je prends quand même des précautions. Joueur de l'OL, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on a besoin de joueurs d'expérience. Le mercato semblait vraiment très très bon
jusqu'à ce qu'on apprenne que son dossier était en difficulté. Mais si le dossier est fait, franchement, je trouve qu'on s'en sort très très bien. D'ailleurs, je ferai un bilan du mercato demain, donc je vous invite à suivre cette vidéo. Peut-être d'ailleurs d'ici là, aurons-nous la confirmation que Saïd Benrahma est un joueur de l'Olympique Lyonnais. Alors je vous le dis tout de suite, hein, la vidéo va durer très longtemps parce que vous doutez bien qu'on a quasiment 1h30 de conférence de presse. Je vais évidemment pas tout reprendre, j'ai noté ce qui me semblait le plus intéressant, après c'est un choix personnel, hein. Donc on pourra ne pas être d'accord. Alors avant de commencer par Lacazette, on a appris avec un certain embêtement quand même que Enrique Silva et Tagliafico étaient incertains pour le match de Marseille, donc ça nous pose quand même un gros souci, puisqu'on part sans latéral gauche. J'ai bien peur que notre ami Fofana, Malik Fofana, qui n'a pas été transcendant dans ce poste, et bien finalement s'y retrouve. Donc ça c'est quand même la nouvelle un petit peu embêtante. Autre nouvelle embêtante, c'est que Aurel Mangala ne pourra pas être qualifié pour le match. Donc on va quand même aligner une équipe qui va beaucoup ressembler à ce qui s'est passé par le passé. Et vous allez voir que avec les déclarations de Lacazette et les déclarations de Pierre Sage, en termes de gardien de but, ça ne devrait pas bouger. Je proposerai dans quelques instants une composition d'équipe, on va dire réaliste, même si effectivement on a l'incertitude Enrique Tagliafico. Alors Alexandre Lacazette, je suis content qu'il vienne en conférence de presse, parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe, et il y vient très très peu en conférence de presse. Mais là, il a quand même été extrêmement langue de bois. On n'a pas appris grand-chose, on va pas se mentir. On nous a ressorti le traditionnel, il faut mettre de l'intensité. J'ai vu une différence. Ça fait 7-8 mois qu'on nous répète ça. Et puis, nous, on voit pas ça sur le terrain. Donc, les paroles, c'est bien beau, mais nous, on voudrait des actes. Alors, sur les recrues, c'est la déclaration que vous avez à l'écran. Il dit, chacun doit faire des efforts, les nouveaux et ceux qui sont déjà présents, on doit être là les uns pour les autres pour que ça fonctionne rapidement. J'accueille naturellement tous les nouveaux pour qu'ils se sentent bien et qu'ils performent sur le terrain. On sait que c'est faux, mais bon, évidemment, il ne peut pas dire le contraire. Alors, il a été interrogé sur Orban. Alors, vous savez, les rumeurs sur Orban, alors les rumeurs, on va dire, les choses rapportées sur Orban, donc en gros que c'est Molina qui a dit Orban il est infect, Tarago a dit Orban il s'est déjà mis tout le vestiaire à dos, etc., etc. Et visiblement ça a eu son impact dans l'équipe puisque à la fois Alexandre Lacazette en a parlé, alors il a été interrogé sur le sujet, faut être honnête, mais David Friot l'a dit spontanément. Donc je pense que les choses qui ont été dites sur Orban ont fait le tour du vestiaire et du club et ça n'a pas du tout plu. Alors Lacazette, il démine un peu le truc, un petit peu à la Hugo Guimet, disant que Orban, il est très marrant, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses au second degré, mais il est vrai que certains ont pu le prendre au premier degré, alors peut-être même lui, Alexandre Lacazette, puisque Orban lui aurait dit qu'il allait lui prendre sa place. Alors certains font remarquer que c'est ce qu'avait dit Benzema quand il est arrivé dans le vestiaire lyonnais chez les pros. Alors il a été aussi interrogé sur l'Olympique de Marseille en disant que on voulait prendre notre revanche. Il a été un peu contradictoire parce qu'il a commencé à dire que dans notre situation, même un point, il faudrait peut-être s'en satisfaire. Après, il a enchaîné en disant non, il va falloir gagner pour laver l'affront à la fois de ce qui est arrivé à Fabio Grosso et de la défaite 3-0 au match aller. Pour Benrahma, il dit c'est étonnant parce qu'on s'est couché en pensant que ça allait être un des nôtres et puis on se lève le matin avec un changement de direction sur ce sujet. Bon, au final, Benrahma sera probablement un joueur de l'OL. Alors concernant Anthony Lopez, vous savez qui est extrêmement contesté, j'ai fait un sondage sur la chaîne et vous êtes 82% à considérer qu'Anthony Lopez doit aller faire un tour sur le banc. Mais c'est en tout cas pas Lacazette qui va agir pour qu'il retourne sur le banc. Il dit en gros que la concurrence c'est normal, mais que il faut pas juger sur un match, etc., etc. Vous allez voir que Pierre Sage va un petit peu dans ce sens et que Lopez n'est pas prêt de sortir de la rotation. Il a parlé également de Ryan Cherki.
où là il a été, on va dire, un peu moins, on va dire, en brossant dans le sens du poil, puisqu'il a dit que maintenant Ryan Cherki, avant, il était remplaçant, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Maintenant qu'il est titulaire, eh bien, il doit se plier aux exigences du haut niveau. Donc si Lacazette le dit, c'est que c'est peut-être pas fait. Étant donné que finalement Mangala ne sera pas disponible, on peut quand même penser que, et puis Benrahma, on peut penser que Ryan Cherki sera encore titulaire ce week-end. Après, il promet de l'intensité, il promet ceci, il promet cela. Bon, moi, j'attends de voir les matchs, parce que même des matchs à domicile comme Rennes, où on commence à 2 à l'heure, on en a vu tellement cette saison, que, comme on dit toujours, les propos n'engagent que ceux qui y croient. On va passer dans un instant à Pierre Sage. Alors sachez-le, il n'y a pas que David Friot et Alexandre Lacazette qui lisent les réseaux, Pierre Sage sans doute également, puisque Pierre Sage est parfaitement conscient qu'on l'accuse, enfin que certains l'accusent, de donner des passe-droits aux Lyonnais. Et il dit, mais pas du tout, mon but c'est que l'équipe gagne, mon choix ne se fait pas en fonction du copinage. Donc il dit que lui aussi il va le prendre en compte le mérite, mais vous allez voir que ça ne veut pas dire que certains joueurs sont en danger, parce qu'il a dit autre chose qui m'a un petit peu inquiété. On verra ça plus tard quand on parlera du match spécifiquement de Marseille et l'équipe qu'on peut attendre face à Marseille, parce qu'en fait je vais proposer une composition d'équipe qui n'est pas forcément la composition d'équipe que moi je veux, mais qui est celle qui, selon moi, mais là aussi c'est une interprétation de ma part, sera celle que va aligner Pierre Sage au vu des forces en présence évidemment, mais aussi de ce qu'a dit Pierre Sage. Alors évidemment, il a été interrogé sur les recrues. Quel coach n'a pas envie d'avoir des nouveaux joueurs et des bons joueurs dans son effectif? Personnellement, je n'en connais pas. Quand j'entends certains qui disent « Ah, ça va poser des problèmes à Pierre Sage », écoutez, moi c'est le genre de problème, si je suis coach, que je suis content d'avoir. De toute façon, Pierre Sage, c'est pas quelqu'un qui a déclaré sa flamme au métier d'entraîneur professionnel, il pensait même jamais ne l'être. Il est directeur du centre de formation, il sait très bien que il va y retourner tôt ou tard. De toute façon, cet été, quels que soient les résultats, je ne pense pas que ce soit Pierre Sage qui va continuer. Il y aura des entraîneurs sur le marché et qui ont plus d'expérience que lui, qui ont peut-être un projet sur du plus long terme. En tout cas, lui, je pense qu'il n'a pas cette pression. Ce que je pense surtout, c'est que s'il aligne perpétuellement les Lyonnais, c'est tout simplement parce que quand il se retourne vers le banc, il ne voit personne de meilleur. On peut dire que Cacré et Tolisso, c'est nul à Yesh. Alors, Tolisso, c'est compliqué. Cacré, je pense que c'est pas nul à Yesh, mais il regarde sur le banc, il voit un Alvero, qui est déjà parti au bout de 6 mois. Il voit un Akuoku qui, ne sert à rien. Diawara qui est encore un peu jeune. Finalement, puis Maitland Niles qui préfère jouer faire jouer dans la profondeur. Donc finalement, il n'a personne sur le banc. Là maintenant, évidemment, ça va changer puisque vous avez Mangala et Matic. Donc, si malgré l'arrivée de Mangala et Matic, Tolisso et Cacré sont systématiquement titulaires, là, on pourra quand même se poser des questions. Alors, donc, lui considère que c'est un bon problème à avoir pour lui en tant qu'entraîneur et que, il ne va pas se gêner, il n'aura pas d'état d'âme à bousculer les hiérarchies. D'ailleurs, les arrivées sont faites pour ça. Et si on réfléchit un petit peu plus loin sur les arrivées, on a quand même recruté des joueurs potentiellement titulaires. C'est-à-dire que Benrahma ne vient pas pour être sur le banc. De toute façon, vous mettez pas 15 millions sur un mec pour être sur le banc, surtout un mec de 28 ans. Matic ne vient pas pour être remplaçant, idem pour Mangala. Friot, Textor et compagnie, ils envoient un message à ceux qui étaient installés en leur disant les mecs, être titulaire systématiquement, maintenant c'est fini. Il va falloir gagner sa place. Et si vous n'êtes pas bon, vous irez sur le banc, comme tout à chacun. Et alors pour le moment, vous allez voir, ça va pas vraiment concerner Anthony Lopez, ça c'est sûr. Mais évidemment, on pense à Ryan Cherki qui lui est sorti à la mi-temps lors du dernier match, ce qui évidemment n'est pas bon pour lui. Il a été interrogé sur Matic et là, on a bien vu ses yeux briller pour Matic en disant que c'est quelqu'un évidemment avec son expérience, sa stature et même
sa carrure, 1m94, ça en impose, une carrière de dingue, donc ça en impose aussi. Et donc il dit qu'en dehors du terrain, il apporte énormément de calme et de sérénité dans le vestiaire, alors que d'autres sont très stressés. Mais il dit aussi que ce calme et cette sérénité, on la retrouve sur le terrain. Et que notre ami Matic, d'ailleurs on l'avait vu au match aller quand on gagne à Rennes et qui se retrouve à 10 contre 11, c'était à peu près le seul qui au milieu de terrain était capable de tenir le ballon et de faire des passes à peu près correctes. Donc évidemment Matic c'est un plus, en tout cas sur du court terme. C'est vrai que le contrat de 2 ans et demi c'est sans doute un peu trop long, mais c'était sans doute la seule manière de pouvoir récupérer un joueur de ce talent-là. Alors évidemment on a eu beaucoup d'intervenants lors de ces conférences de presse, mais il faut le reconnaître, c'est Pierre Sage qui a eu la meilleure expression. Une expression d'ailleurs qui n'a pas été forcément comprise au début par les intervenants. Il a dit, eh bien, on doit arrêter le violoncelle et se mettre à la guitare électrique. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le violoncelle, c'est lancinant, c'est un peu lent, on va dire, ça vous fait dormir. Alors que la guitare électrique, eh bien évidemment, ça vous fait un énorme sursaut d'énergie, et en fait c'est ce qu'il veut. Il veut de l'intensité, il veut de la vitesse, et je crois que quand même la chose qui marque le plus quand on regarde bien souvent l'Olympique Lyonnais, c'est cette lenteur qu'on a retrouvée d'ailleurs en première mi-temps face à Rennes. Et il faut le dire, les entrées, donc Nuama, Orban et Henrique, ont apporté un dynamisme qu'on n'avait pas en première mi-temps. Et vous allez voir que, justement, Pierre Sage, on lui a demandé, mais quand même, on a vu un Noël à deux visages face à Rennes. Est-ce que ceux qui ont démarré le match ont perdu énormément de points, et ceux qui sont rentrés ont gagné énormément de points? Alors sur ce point, il n'a pas été vraiment tranché. Et c'est là où ça m'inquiète un peu. En gros, il dit, ceux qui sont rentrés et qui ont adopté une bonne attitude et qui ont apporté du dynamisme en deuxième mi-temps, évidemment, ont marqué des points. Mais ceux qui ont débuté le match et qui n'étaient pas, on va dire, dans l'énergie que l'on attendait, malgré tout, à l'entraînement, ils ont pris conscience. On est quand même au mois de février, les amis. Il est peut-être temps qu'on prenne conscience que sur le terrain, il faut se sortir les doigts. Et là, à l'entraînement, ils ont compris. Alors, évidemment, les deux auxquels on pense le plus, c'est Tolisso et c'est Cherki. Hein. Alors moi, je veux bien, parce qu'en plus, il dit que les mecs l'ont dit. Oui, on a compris que cette fois, il fallait y aller, gna 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 gna. Écoutez, non, à un moment donné, on n'est pas au 3e match de la saison. On peut penser que les choses vont changer. Non, on a fait 19. Et sur les 19, on a 11 défaites. Et même parmi les victoires, on peut pas dire que ça a été la fiesta. Hein. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on laisse du temps, mais maintenant il n'y a plus de temps. Donc effectivement, il faut que les méritants et surtout ceux qui apportent du dynamisme et de l'énergie soient sur le terrain. Parce que les mecs qui jouent comme des papis de 50 ans, alors je me mets dedans, puisque j'ai plus que 50 ans, ça suffit. Il faut maintenant y aller. Il faut aller chercher les résultats. Il faut se donner. Il faut s'aider. Et le football ronronnant maintenant, ça suffit. Alors parmi les cadres contestés, évidemment, il y a Tolisso et Cherki, mais il y a évidemment le cas Anthony Lopez. Et alors là, vous allez voir. Si vous imaginez qu'Anthony Lopez va sortir de la rotation, n'y croyez pas du tout. Ça n'arrivera pas. Il faudra vraiment qu'il fasse boulette sur boulette sur boulette pendant 5 matchs consécutifs pour qu'il sorte de la rotation. Et encore, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, notre ami Pierre Sage, il a totalement, mais je dis bien totalement dédouané Anthony Lopez des buts encaissés en disant qu'en fait, c'est lui la victime. Il est victime de quoi? Il est victime d'une défense qui joue en reculant, qui finalement offre des opportunités de tir lointain aux équipes adverses. Donc à l'inverse, il veut qu'on envoie de la force à Anthony Lopez. Ah oui, parce que évidemment il est marqué Anthony Lopez. Il voit bien que partout, ça discute. Est-ce qu'il est... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Razik Brick, donc tant qu'il y aura des gones, Olympique et Lyonnais, pour le coup, il a été très direct dans ses questions vis-à-vis d'Anthony Lopez. D'ailleurs, dans l'émission, lui-même, Razik remet en cause la position, on va dire, inamovible d'Anthony Lopez, mais
à l'évidence, Pierre Sage, lui, n'en est pas du tout, mais alors pas du tout à ce stade. Donc, ne pensez pas du tout que Anthony Lopez va sortir de la rotation. Ce n'est absolument pas à l'ordre du jour. Pour Tolisso et Cherki, c'est plus délicat. D'ailleurs, vous allez voir dans la composition, qui à mon avis sera la composition qu'on va adopter dimanche. Je pense que les deux seront sur le terrain, mais quand Benrahma et Mangala seront intégrés dans l'effectif, là par contre, ça va chauffer pour certains. Voilà, alors puisqu'on parlait de la composition face à Marseille, eh bien, selon moi, selon ce que je comprends de ce que Pierre Sage veut faire, je pense qu'on va partir avec une défense à 3. De toute façon, Marseille joue en défense à 3, donc on va faire une défense miroir, enfin une équipe miroir. Donc avec Caleta-Car, bon Lopez dans les buts, parce que je pense pas du tout que Perry va débuter. Caleta-Car, O'Brien et Mata. On peut imaginer Adrielson ou Lovren, ça je ne sais pas. Adrielson, je pense qu'il n'est pas prêt. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit David Friot. Quant à Lovren, sa situation est difficile à décrire. Alors, évidemment, si c'est Lovren, Mata sera en piston. Devant, on aura Matic et Cacré ou Tolisso. Moi personnellement, je mettais Cacré, mais je serais pas surpris que ce soit Tolisso. En tout cas, ce sera un des deux. Ça, c'est quasiment certain. En piston gauche, c'est compliqué, puisqu'on donc un Tagliafico et Enrique sont incertains. Donc malheureusement pour lui, ce serait Fofana qui redescendrait piston gauche. Et donc, si Tagliafico ou Enrique peuvent débuter à ce moment-là, je vois Fofana comme ailier gauche. Sinon, si c'est Fofana qui vient ici, ce sera à mon avis Cherki. Nuama, c'est simple, du côté droit. Et en numéro 9, Alexandre Lacazette, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires l'équipe et le système de jeu que vous aimeriez voir compte tenu des absences. Alors David Friot a fait le point sur le mercato, il est très content et pour le coup je suis d'accord avec lui puisque finalement les postes en difficulté qui ont été identifiés ont tous été pourvus. Faut savoir qu'on a fait le plus gros mercato hivernal en Europe. Pas seulement en France, mais en Europe. Donc c'est quand même pas rien. Alors certes, je dirais que ce mercato vient compenser ce qui n'a pas été fait l'été dernier, notamment du fait des restrictions de la DNCG. Mais malgré tout, on avait quand même un peu de sous et on l'a très très mal dépensé. Akuku, Maitland Niles, Alvero, quoi d'autre, Morera, enfin bon bref, la moitié sont déjà repartis, d'autres ne jouent pas du tout. Donc bon, il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Alors il y a eu quelques petites réussites comme Mata, une belle réussite avec O'Brien, mais clairement, globalement, j'oubliais même Baldé. Même moi je suis pas un fan de Nuama, vous le savez. Bon, j'espère qu'il va faire une bonne deuxième partie de saison, mais globalement un mercato extrêmement décevant. Et qui, selon moi, n'avait pas du tout, pas du tout amélioré l'équipe. Il ne remplaçait pas, selon moi, les départs de Lukeba et Barcola. Donc, de ce point de vue-là, on a totalement échoué et en plus, on n'a pas du tout amélioré le milieu de terrain. C'est même plutôt le contraire, même si le petit Diawara a du potentiel. Donc, en fait, cet hiver, on a fait ce qu'on aurait dû faire cet été. Le problème, c'est qu'on a perdu 6 mois. On est 16e du championnat et on n'a que 16 points après 19 journées. Heureusement que les autres sont très 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 mauvais, à peu près aussi mauvais que nous, ce qui nous laisse une petite fenêtre pour pouvoir s'en sortir, mais comme je l'ai dit récemment en regardant le classement, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse finir au-delà de la 12e place. Donc revenons à Friot, donc content puisqu'on a eu 2 milieux de terrain, donc c'est ce qu'on voulait, notamment un milieu défensif et un milieu qui est capable de se projeter. Donc on a tout à fait ça avec Matic et Mangala. On est allé chercher un ailier d'expérience, donc Benrahma, plus des jeunes prometteurs comme Fofana et Gift Orban. Certes, on a fait un défenseur central avec Adrielson et un gardien avec Perry, mais Friot reconnaît lui-même que ces joueurs ne sont pas prêts à contribuer de manière régulière avec l'équipe première. Et il a dit que l'OL aurait pris un autre défenseur de qualité s'il y avait eu des départs. Mais comme il n'y en a pas eu, évidemment, ce n'était pas possible.
Donc de ce point de vue-là, mercato, je dirais réussi. Je ferai demain donc une vidéo pour faire le bilan du mercato hivernal avec les points positifs qui sont nombreux, mais aussi quelques petits points négatifs, enfin petits, pas forcément petits d'ailleurs, quelques points négatifs, même si pour le moment, faut pas se le cacher, l'urgence c'était de renforcer l'équipe. Même si certains joueurs ont été un peu surpayés, même si on va avoir cet été des grosses options d'achat à lever. Bon, malgré tout, je pense que l'équipe au 31 janvier, enfin au 1er février, à la fin du 1er février, elle est quand même bien meilleure qu'est-ce qu'elle était au 1er janvier. Donc ça, de mon point de vue, c'est très positif. Alors, puisqu'on parle de défenseur central, le dossier, si on peut dire, Mamadou Sarr a été évoqué, donc Mamadou Sarr prêté en Belgique. Et alors là, en Belgique, tout le monde dit, il est fantastique, il est formidable, c'est un crack. Écoutez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas un grand fan de Mamadou Sarr, mais écoutez, moi je ne demande qu'à m'être trompé. Si à l'intérieur du centre de formation, on a sorti un défenseur central de haut niveau, j'en serais content. Mais moi, ce que j'ai vu de lui, notamment pendant les matchs amicaux, au mois de juillet dernier, ne m'ont franchement pas convaincu, mais je ne suis pas le seul, puisque depuis, il n'a jamais joué en pro, quasiment. Peut-être une minute par-ci, une minute par-là, mais vraiment pas grand-chose. Donc je ne suis pas le seul à pas avoir été emballé par notre ami Mamadou Sarr. Bon, même si, il faut le dire, Pierre Sage avait dit beaucoup de bien de lui et que visiblement l'Olympique Lyonnais suit de très près sa progression du côté de Molenbeek. Ce qui a permis à Friot de passer la pommade en disant « Ah là là, qu'est-ce que c'est formidable ce système de multiclub » qui fait qu'on peut envoyer un joueur se faire les dents dans un club satellite et le récupérer après qu'il ait progressé, etc. Écoutez, on verra l'avenir de Mamadou Sarr, parce que pour le moment, les joueurs qui ont été envoyés à Molenbeek, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est quand même la vérité, qu'on les a envoyés dans un mouroir pour surtout ne plus jamais les voir. Donc bon, écoutez, s'il y a une réussite avec Mamadou Sarr, ce sera toujours déjà ça de prix, mais ça ne me convaincra pas beaucoup sur l'aspect multiclub. Mais après tout, le multiclub, c'est le pognon de Textor, donc le pognon emprunté par Textor, ce n'est pas mon problème à moi. Alors ce qu'il faut dire aussi pendant cette conférence de presse, c'est que quand Textor a pris la parole, il y avait un traducteur, et alors je sais pas où ils ont été le dénicher celui-là, mais alors c'est une vedette. Nul à chier, mais j'ai rarement vu ça. On comprenait rien du tout. À un moment, ils ont parlé de Benzema. Si quelqu'un a compris la traduc sur le dossier Benzema, je suis preneur parce que moi, je n'ai rien compris. Bon, grosso modo, effectivement, Textor dire, on a essayé peut-être de parler avec Benzema, mais c'était pas faisable. Mes bons rapports avec l'Arabie Saoudite font que j'avais la possibilité de le contacter. Enfin bon, moi j'ai rien compris. Bon, de toute façon, Benzema n'est pas là, ne viendra pas. Donc, on passe rapidement là-dessus. Alors, Textor qui a fait un tableau fantastique de Perry et Adrielson, évidemment, comme c'est lui qui les a ramenés, il va pas les dézinguer, même si Friot a dit, ils sont pas prêts. Mais c'est normal qu'ils soient pas prêts. Ils sortent d'une saison complète avec le Brésil. Ensuite, ils ont eu 3 semaines de vacances, donc physiquement il faut qu'ils se remettent dedans, qu'ils apprennent un peu la Ligue 1, ce qui n'est pas faux. On verra sur le long terme ce que ces joueurs vont donner, mais je rappelle que Perry c'est 3,3 millions, Adrielson 3,6 millions, donc on peut pas dire non plus qu'on ait pris des risques de dingue. S'ils deviennent très bons et qu'on les revend, eh bien on percevra 50% de la vente et le reste ira à Botafogo. Donc au final, je dirais pas beaucoup de risques sur ces deux dossiers. Ces deux dossiers me choquent beaucoup moins que Jeffinho, qui lui reviendra en janvier de l'année prochaine. Alors ils ont beaucoup parlé effectivement de West Ham, on leur a demandé alors qui est fautif, etc. Donc on a expliqué du côté de l'OL qu'on a rempli, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, juridique, le fait de remplir les contrats, etc., de les signer. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, il faut remplir un logiciel qui s'appelle TMS, qui est relié à la FIFA, et il faut que les deux clubs rentrent à peu près les mêmes informations pour que ces informations coïncident et que le transfert soit validé. Donc l'OL dit avoir rempli ce logiciel à 22h26, ils ont été très précis,
Et que ils ont passé des coups de fil à West Ham mais ça répondait pas et tout ça, ils n'ont pas avancé et que West Ham n'a validé donc le système TMS que ce matin. Donc après, donc recours auprès de la FIFA, donc on nous a dit, alors j'attends, hein, mais on nous a dit que ça allait s'arranger, etc., que finalement ça allait être validé. Écoutez, on verra ça dans les heures qui viennent. Alors Textor précise d'ailleurs, mais c'est peut-être un problème technique dès lors que le Betis Séville a eu exactement le même problème avec le transfert de Fornals. Donc bon, écoutez, en tout cas, si la FIFA elle nous a effectivement donné raison, c'est tant mieux. Textor d'ailleurs beaucoup plus, on va dire, amène avec l'ADNCG. Hein. L'ADNCG, c'est notre maman à tous, et notamment la maman de John Textor qui lui tape sur les doigts quand il fait des conneries et qui lui donne des bons points quand il est bien sage. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que il a mis un peu de temps, mais il a compris qu'il fallait pas trop se la foutre à dos, qu'il valait mieux la caresser dans le sens du poil pour qu'elle vous donne satisfaction. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il a compris la leçon, ce qui est une très bonne chose, et ce qui nous a permis effectivement de faire un gros mercato d'hiver. Alors certains sont éblouis par le travail de John Textor cet hiver. Moi je dirais qu'il ne fait que corriger les conneries qu'il a fait cet été. Mais il faut bien comprendre aussi que Textor il joue sa fortune sur cette saison de l'Olympique Lyonnais. Parce que il a acquis l'Olympique Lyonnais pour quasiment 800 millions, donc il a emprunté. Mais on vous donne pas du pognon comme ça, c'est pas si facile. Donc pour pouvoir obtenir ces emprunts de 800 millions, notamment auprès du groupe Ares, il a mis ses parts à Botafogo dans la balance, il a mis ses parts à Crystal Palace, il possède quand même 46% de Crystal Palace, et les clubs de Première Ligue, ça vaut énormément d'argent. Je pense que Crystal Palace, les 46% de Textor, ça vaut quasiment 500 millions, je n'exagère pas. Donc effectivement, s'il peut pas rembourser ses emprunts, Ares, il récupère tout, et le père Textor, il perd tout. Donc lui n'a absolument aucun intérêt, et même c'est une urgence pour lui, que l'Olympique Lyonnais ne descende pas en Ligue 2. À la limite, vous faites pas de Coupe d'Europe, il peut s'en sortir. Vous faites votre petit trading tranquille mimile, vous achetez plein de mecs à 4-5 millions, vous les revendez 20 millions, vous êtes content, même si pour le moment on fait plutôt le contraire, on achète des mecs à 20 millions et on n'est pas sûr de les revendre 4-5 millions, mais enfin bon, je vais pas rentrer dans ce débat maintenant. Mais donc il a tout intérêt à ce que ça marche. Et donc ce mercato pour lui il était vital. En tout cas le mercato, je dirais sur le plan des joueurs qui ont été recrutés, il est plutôt selon moi réussi. Et en tout cas l'équipe est nettement améliorée, notamment dans des secteurs où on pêchait énormément. Il faut quand même se dire qu'on fait avec des ailiers comme Morera, Jeffinho, Baldé, Nuama, et qui ne marquent jamais. Ils ne marquent jamais. Et des passes D, ils en font pas des masses. Donc ça, c'est quand même un problème. Et le milieu de terrain, éclaté au sol, écoutez, vous remplacez des mecs totalement, on va dire, hors sujet, avec un Matic et un Mangala. Écoutez, là, je trouve qu'il y a vraiment un progrès énorme sur ces postes-là. Donc, moi, je suis plutôt satisfait, très satisfait du mercato. Alors plusieurs fois la question financière a été posée à John Textor sur, mais quand même vous avez dépensé 53 millions cet hiver, il y a des options d'achat colossales. J'ai expliqué hier dans le live spécial Mercato que sur 2024, l'Olympique Lyonnais est a déjà quasiment engagé 98 millions d'euros. Parce que outre les options d'achat qui sont très élevées, je rappelle 17 millions d'options d'achat pour Mangala plus 3 millions de bonus, 10 millions d'options d'achat pour Benrahma. Enfin bon bref, vous additionnez les options d'achat, vous parlez du dossier Luis Enrique, donc racheté par Botafogo 20 millions mais qui va venir à l'Olympique Lyonnais. Il ne viendra pas gratuitement évidemment, donc là vous avez 20 millions. Vous avez le dossier Nuama prêté gratuitement par Molenbeek, 25 millions plus 5, là aussi financé par Eagle, et à un moment donné, il y a bien le pognon de l'Olympique Lyonnais qui va partir rembourser nos amis d'Eagle. Donc j'ai fait le calcul, on arrive quasiment déjà à 100 millions de mercato
en 2024, et pour le moment, le club est 16e. Donc bon, faut pas s'attendre à mon avis, sauf vente, évidemment, l'été prochain à des folies sur le mercato, puisque bah il y a déjà énormément d'argent qui a été dépensé. Donc Textor, lui, il s'inquiète pas. Il s'inquiète pas, il dit bon, il y a les ventes de joueurs, il y a la vente de l'Arena, il y a la vente de l'OL Reign, on a recapitalisé la dette, au pire, moi je peux apporter du pognon en compte courant, donc bon, il est pas inquiet. De toute façon, il a pas semblé inquiet, un Textor, il est plutôt tranquille. Malheureusement, bah, ça fait que d'une certaine manière, sa tranquillité, alors certains disent ça va enlever du stress à tout le monde. Non, mais après, il y a une réalité du classement. Et une nouvelle fois, bah, encore son discours là qui nous énerve. Oui, mais l'Olympique Lyonnais, c'est pas une équipe, c'est pas un effectif qui joue la relégation, nanani nanana, on joue trop bien pour descendre et tout. Bon, et puis, alors là, ce discours-là, c'est vraiment le pire. Autant Friot et Pierre Sage, voire Lacazette, sont dans une conscience de l'urgence, autant Textor, hein, alors bon, c'est un discours de patron, je comprends ça, mais bon, à un moment donné, il faut qu'il arrête, quoi. Il faut qu'il arrête. Je préfère de loin le discours de Friot qui dit déjà, sauvons notre tête avant d'avoir des ambitions sportives élevées, hein, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il nous a encore sorti Textor que l'OL avait un effectif de Ligue des Champions. Coco, calme-toi. Et déjà, il nous avait dit que l'équipe qui a commencé la saison était plus forte que l'équipe de la saison dernière. Alors, il faudra m'expliquer comment on est plus fort quand on a fait 3e de la deuxième partie de saison et qu'on est 16e là sur 19 matchs. Et là, on est encore plus fort. Donc, imaginez, on est 10 fois plus fort que l'année dernière. Donc là, on va faire premier 15 victoires sur les 15 derniers matchs. Bon, évidemment, tout ça est ridicule. Mais si vous voulez être pris au sérieux, il faut pas dire de choses ridicules. Et là, je trouve que Textor parfois il dit des choses ridicules. Je trouve qu'il a progressé sur certains sujets. Mais alors sur les ambitions, on va dire à court terme de l'Olympique Lyonnais, elle est complètement à côté de la plaque. Et qui veulent pas faire dans le catastrophisme, je l'entends. Mais faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Bon, voilà ma petite pique à John Textor. Voilà pour ces différentes conférences de presse finalement intéressantes. Bon, vidéo très longue, hein, mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses à dire, et notamment le dossier Benrahma. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous donne évidemment rendez-vous déjà demain pour faire un bilan du mercato, et dimanche soir pour l'Olympico. Espérons vraiment que nos joueurs vont attaquer ce match le mort entre les dents. Merci de m'avoir suivi, et au revoir.